La gare de Colditz, une bourgade de l'Est de l'Allemagne. Il y a longtemps que les trains ne s'y arrêtent plus. Les seuls visiteurs qu'accueille aujourd'hui la petite cité sont des touristes français, belges et britanniques. Ils viennent visiter le château de Colditz, perché sur son imposant rocher de granit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette citadelle millénaire est utilisée comme prison. Les Allemands sont convaincus qu'il est impossible de s'évader du château de Colditz, à tel point qu'ils choisissent d'y enfermer leurs ennemis les plus irréductibles, des officiers alliés qui se sont déjà échappés une fois au moins d'autres prisons. Dans le camp spécial Hoflag 4C, comme les militaires appellent le château de Colditz, ils comptent bien leur faire passer l'envie de s'évader. Dès leur arrivée, lors de l'hiver 1939, et en dépit de mesures de sécurité maximales, les prisonniers tirent parti de la moindre chance d'évasion. Ce sont des officiers polonais, britanniques, français, belges et hollandais. Parmi eux, des personnalités de premier plan dont le commandant du camp doit répondre sur sa tête. Hitler compte en effet se servir d'eux comme monnaie d'échange. On comprend alors la panique qui envahit la forteresse lorsque Gilles Romilly, le neveu de Winston Churchill et le plus important des invités de marque du château, réussit à se glisser hors des murs. Le sous-officier de garde se tenait ici, à la fenêtre. C'était moi à ce moment-là. Il y avait là une barrière devant laquelle une sentinelle faisait les 100 pas. Et tout d'un coup, juste devant ma fenêtre, je vois surgir Romilly, le neveu de Churchill, poussé par un soldat armé. Je lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me répond « On l'a retrouvé à la gare, dans un chargement de bois. Il a fait du bruit et c'est comme ça qu'on a pu le repérer. » Je ne sais pas s'il avait commencé à étouffer ou s'il s'était cogné la tête. Toujours est-il qu'on l'avait entendu. J'ai appelé l'état-major, où on m'a passé le capitaine Wendt. J'ai dit, « Capitaine, Romilly est au poste de garde, on l'a retrouvé à la gare dans un chargement de bois. » Il m'a répondu, « Vous vous foutez de moi ?» Et je lui ai dit, « Non, c'est sérieux, qu'est-ce que j'en fais? Je le fais rentrer. »« Bon Dieu, il a dit, j'arrive tout de suite. » Le neveu de Churchill est entendu et immédiatement ramené en cellule. La punition habituelle en cas de tentative d'évasion est de plusieurs semaines d'isolement. Mais dans son cas, cela n'a aucun sens, il est déjà seul dans sa cellule. Une chose est sûre, il recommencera dès que possible. À la différence d'autres camps d'internement, cette prison était relativement indulgente. Le commandant était un personnage unique en son genre. En Allemagne, peu de gens ont entendu parler des évadés du château de Colditz. Mais en Angleterre, tous les enfants connaissent leurs tribulations. D'innombrables livres et films perpétuent la mémoire de ces hommes. 60 ans après la fin de la guerre, il reste peu de survivants de l'époque, mais les derniers d'entre eux n'ont pas oublié. Tout commence par l'arrivée du convoi de prisonniers à la gare. La première impression fut assez drôle parce que, au débarquement des wagons, nous vîmes un soldat français qui balayait les quais de la gare, qui, appuyé sur son balai, nous dit « Vous savez vivre une vie de château. Mais prenez garde quand même parce que vos gardiens sont armés. » Arrivé à Colditz, on a vu cet immense château en hauteur, dont on ignorait totalement l'existence. Je n'ai aucun souvenir de la gare, mais je me rappelle parfaitement notre arrivée aux portes du château. Il émanait de cette forteresse qui avait traversé des siècles une force et une puissance. Pas un bruit dans la colonne. Les plaisanteries avaient cessé et on se posait déjà des questions. Comment pourrons-nous sortir de cette forteresse? C'était assez escarpé. Et en arrivant dans la place, on a vu des murs de pierre partout et devant nous, un passage voûté. Achtung, 2 Posten.
Ici, c'était le local de la garde. Là, il y avait le dortoir. Et au-dessus, c'était les quartiers du sergent-chef Gebhardt. Une sentinelle faisait les 100 pas devant la porte et elle était relevée toutes les 2 heures. Quand quelqu'un frappait, on regardait par le judas de la porte qui voulait sortir. Et c'est seulement après qu'on ouvrait. Quand on est entré, on a été accueillis par des cris. C'étaient les prisonniers qui criaient pour nous saluer depuis leurs fenêtres à barreaux. On croyait être arrivés dans un asile d'aliénés. Les sentinelles nous entouraient. Un officier allemand était venu nous parler en nous disant que la forteresse de Colditz représentait une académie d'évasion d'où on ne pouvait jamais sortir. Sie sind strafweise hierher geschickt worden, weil sie wiederholte und erfolglose Versuche gemacht haben, aus anderen Lagern zu entfliehen. Il faudra donc vous y faire, supporter la discipline et éviter tous les chahuts. Ce à quoi nous répondit par un chahut colossal. Ils voulaient montrer qu'ils étaient capables de tromper les Allemands et que cette prison avait beau être une forteresse, ils réussiraient à s'échapper. Les prisonniers occupent la partie arrière du château, dont les bâtiments sont disposés en cercle. Ils peuvent y évoluer à peu près librement. Les conventions internationales interdisant aux officiers de travailler, ils disposent de beaucoup de temps libre. Mais nombre d'entre eux trouvent cette réclusion humiliante. Dès lors, l'évasion va devenir leur priorité absolue. Ils veulent sortir, rentrer chez eux et rejoindre leur régiment pour continuer à lutter contre Hitler et l'Allemagne nazie. Nous avons tous ensemble lutté depuis le début pour nous échapper. C'était en fait notre devoir. C'est un petit groupe d'Anglais emmené par Pat Reed qui va ouvrir le bal des tentatives d'évasion. Le film anglais The Colditz Story est tiré des mémoires de Pat Reed. Il servira d'illustration à notre documentaire. Pat Reed s'aperçoit que le système d'évacuation des eaux usées offre une possibilité d'évasion. L'un des canaux conduit de la cour à l'extérieur, vers le parc, en passant sous la cantine. Il suffit de franchir quelques barrières et d'étudier de près l'emploi du temps des sentinelles. Dans la cantine se trouve un accès aux canalisations. Le plan est de franchir le mur d'enceinte en creusant une galerie jusqu'à la pelouse extérieure et de disparaître à la faveur de la nuit dans le parc attenant. Mais une sentinelle patrouille depuis peu à l'endroit précis où il prévoit de sortir. Il décide de soudoyer le soldat. Pour 500 marks, il fermera les yeux. Il y avait un risque, mais on ne pensait pas au risque. On était obsédés par l'évasion. On voulait sortir. Les candidats à l'évasion sont persuadés de la réussite de leur plan. Pat Reed en tête, ils se faufilent dans les égouts munis de boussoles et de cartes. Au moment convenu, ils s'apprêtent à sortir. Mais lorsque Reed soulève la trappe de la galerie, une mauvaise surprise l'attend. Les Allemands sont là, revolver au poing, pour accueillir les fugitifs. Il était bien sûr naïf de leur part de faire confiance à la sentinelle allemande. L'homme est félicité et muté. Et les prisonniers se jurent bien de faire mieux la prochaine fois. It must be clearly understood that here in Colditz these ridiculous attempts will not be tolerated. La mission du commandant et de sa troupe est claire. Découvrir les préparatifs d'évasion, empêcher toute tentative de fuite et ramener les évadés en prison. Le système de sécurité de Colditz est censé être l'un des plus performants du Reich. Or, on trouve parmi les soldats chargés de le garder des hommes relativement peu alertes. Ceux qui font leur service à Colditz sont soit des hommes âgés, soit des gens qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent aller au front. Il y avait des soldats qui étaient souffrants, qui avaient des troubles de l'estomac, ce genre de choses, ou qui étaient à la diète. Il y avait aussi un commando spécial de 4 ou 5 personnes sous les ordres de l'état-major. Il était chargé de fouiller chaque pièce du château.
Les prisonniers sont regroupés par nationalité dans les vastes salles du château. Avec le peu qu'ils possèdent, ils parviennent à s'installer confortablement. Mais ils se sentent à l'étroit dans la cour du château et demandent à la direction du camp de pouvoir profiter du parc. Ils obtiennent l'accès à un terrain situé en bas du château, dûment clôturé de fils de fer barbelés. Le plus dangereux, c'était le trajet jusqu'au terrain. Et il fallait qu'on s'assure de bien ramener tout le monde. Les détenus voulaient faire de l'exercice et la cour était trop petite pour cela. Le parc leur permettait de faire une promenade de 2 heures et ils pouvaient y jouer au football ou à d'autres sports. Le parc offre bien sûr des possibilités supplémentaires d'évasion. Se cacher et attendre la nuit pour fuir semble être une bonne idée. Mais une fois passé la clôture barbelée, il reste encore un mur de 4 mètres de haut à franchir. Ils avaient mis sur une immense toile, ils avaient collé des feuilles d'arbres, ils ont emmené ça dans l'endroit où avait lieu la promenade, et au moment du départ, ils en ont caché un là, et ils l'ont couvert avec cette toile. On ne voyait rien du tout. Mais le prisonnier est repéré par les chiens des gardes. Le Français Alain Leray aura plus de chance. Sur le chemin du retour, la colonne de prisonniers passe devant un pavillon. Leray saute alors à la vitesse de l'éclair derrière la maisonnette et disparaît pour toujours. C'est le premier évadé de Colditz. On avait eu la même idée, mais les Français l'ont fait avec une méthode différente, en faisant un salto arrière. Avec un ami, ils ont élaboré un plan. Les barbelés faisaient environ 3 mètres de haut, je crois. Tous les gens riaient, les sentinelles s'amusaient, ils disaient ce sont des enfants. L'ami en question s'est agenouillé aussi près des barbelés que cela était permis. C'était un super sportif. Ensuite, il a dit « Allez, hop !» et il a propulsé en arrière par-dessus sa tête. Ils appelaient ça un salto arrière, un saut périlleux en arrière à la française. C'est ainsi que Pierre Mérès-Lebrun s'échappe de Colditz. Il sera rattrapé, s'échappera à nouveau et atteindra finalement la frontière suisse. Son évasion, pour simple qu'elle paraisse, a nécessité des heures et des heures d'entraînement. Peu de temps après, le commandant du camp reçoit un courrier de Lebrun. Avant de s'enfuir, celui-ci avait fait un paquet de ses affaires et il demande dans cette lettre qu'on les lui renvoie. Un souhait que le commandant met un point d'honneur à exaucer. À l'état-major, il y avait une feuille de papier encadrée où il était écrit en grosses lettres « Il est du devoir des officiers emprisonnés de tenter de s'évader et il est du devoir de l'armée, de la garde et de l'état-major de contrecarrer toute tentative d'évasion. » C'était ainsi. On ne disait pas « Ceux qui tenteront de s'évader seront mis dos au mur. » Non, ceux qui étaient pris écopaient d'un séjour en isolement pour être privés de compagnie, mais cela ne dépassait jamais 1 ou 2 semaines. Les dirigeants du camp ne souhaitent ni ne peuvent mettre les évadés dos au mur. Ils obéissent à la Convention de Genève, votée par la Société des Nations. Elle autorise même les prisonniers à porter plainte contre leurs geôliers et protecteurs. Les prisonniers russes du camp voisin de Mühlberg ont eu un destin bien moins enviable, car l'URSS n'avait pas ratifié la Convention de Genève. Au début, les prisonniers de chaque nationalité mettent séparément au point leur plan d'évasion, dans le plus grand secret. Mais lorsqu'un jour, 2 équipes de forage de tunnels entrent en collision, la décision est prise d'unir les efforts. Les représentants des différentes nationalités se réunissent en séance et fondent un comité international d'évasion qui a pour tâche de coordonner un plan d'évasion commun. Il y avait des Polonais, des Belges, des Français, des Hollandais et même 1 ou 2 Yougoslaves.
C'était très très bien organisé. Ça ne s'est pas fait en un jour, bien sûr. On avait tous notre comité d'évasion. Il y avait à la droite du doyen, il y avait un coordinateur et qui vérifiait toutes les possibilités d'évasion qui lui étaient présentées. Et il annulait celles qu'il trouvait ridicules et dangereuses. Tous ces hommes ont conscience de l'enjeu. Aussi, beaucoup d'idées sont-elles dangereuses, mais peu sont ridicules. Pour trouver le moyen de franchir ces murs massifs, il faut de la patience, du courage et de l'ingéniosité, et bien sûr une bonne dose de chance. Au final, très peu de prisonniers parviendront à regagner leur patrie. Le photographe du camp tire le portrait de ceux qui sont repris et remis en cellule. Comme cette photo d'André Perraudot, qui a emprunté l'apparence d'un des ouvriers du camp pour s'enfuir et qu'on a démasqué à cause de son foulard inadéquat. Les tentatives tournent parfois au comique, comme celle du lieutenant français Boulet qui s'est travesti en femme et perd sa montre-bracelet juste devant le poste de garde. Ses camarades, qui ignorent tout de son plan, sifflent cette jolie dame et crient à la sentinelle de l'arrêter pour qu'elle récupère sa montre. Il y a aussi des tentatives d'évasion en uniforme allemand, plus vrai que nature, qui échouent pour des broutilles. Les Allemands archivent tout et constituent un musée de tous ces accessoires en vue de former les futurs gardes. La fabrication de faux uniformes de la Wehrmacht atteint un niveau de sophistication extrême. Les cartouchières sont fabriquées en carton et peintes. Le plomb des mines de crayon est coulé pour fabriquer boutons et médailles. Lors d'une descente, les gardes trouvent une machine à coudre faite de briques et de brocs. Les prisonniers demandent la permission de la conserver pour leurs travaux de couture quotidiens. On les y autorise contre leur parole d'honneur qu'elle ne servira plus à fabriquer de faux uniformes. Ceux-ci seront dès lors uniquement cousus à la main. On recevait des colis de temps en temps, et ils étaient toujours ouverts, bien sûr. Mais une fois, on a reçu des couvertures. Elles étaient de la couleur exacte des uniformes allemands. On a aussi fabriqué des armes, des fusils. Les officiers prisonniers sortaient de tous les milieux, mais avaient fait des études dans de nombreux domaines. On avait des scientifiques, des électriciens, des maçons, tout. On pouvait tout faire. Parmi les prisonniers de la forteresse, il existe un spécialiste pour chaque problème, et il fait généralement des miracles. Pour copier des clés, on fabrique une clé en croix à qui rien ne résiste. De faux papiers d'identité, tout d'abord écrits à la main, sont bientôt imités à la perfection au moyen d'une machine à écrire maison. Des tampons officiels sont découpés dans le linoléum ou dans des bottes en caoutchouc et reproduisent les vrais avec une précision inouïe. Ce travail a d'ailleurs valu à quelques-uns des douleurs oculaires persistantes. Tout ce qu'on peut trouver dans le château est récupéré pour fabriquer des outils. Tous ces officiers étaient issus de très respectables familles, de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Et tous étaient particulièrement doués pour les activités criminelles. Tout ce qui nous tombait sous la main ne réapparaissait plus. On volait tout. Bien sûr qu'il y avait des vols. Tout ce qui pouvait leur être utile, ils se le procuraient. À mon avis, leur plus gros coup, ça a été les colis de la Croix-Rouge. Les prisonniers en reçoivent régulièrement de chez eux. Mais à côté des produits destinés à la vie quotidienne, denrées alimentaires et cigarettes, se cachent des objets dont on ne peut deviner immédiatement la véritable nature. Le MI9, une section spéciale des renseignements britanniques, a pris les choses en main. Il envoie aux prisonniers anglais tout ce qui peut favoriser le succès de leur évasion. De l'argent, une boussole, de faux papiers d'identité, des cartes. Certains produits suscitent même la convoitise de leurs gardiens. Pour nous, les soldats allemands, les cigarettes étaient rationnées. Et on n'en avait jamais assez. La première fois que je suis entré dans la salle de garde, derrière la salle commune, j'ai vu de gros cartons remplis de cartouches de cigarettes anglaises. Quel spectacle pour un fumeur! Il faut bien avouer que quelques cartouches ont disparu dans la nuit. Mais on ne pouvait pas les fumer dans nos quartiers. Elles étaient si parfumées, ces cigarettes anglaises. On aurait passé un sale quart d'heure. Il fallait aller fumer dehors, à l'air libre.
Mais c'était sans doute trop visible, car un jour notre sergent-chef nous a dit « Les prisonniers se plaignent, trop de tabac et de cigarettes disparaissent. Ils en ont empoisonné certaines pour démasquer les voleurs. » Il y avait un marché noir, bien sûr. Nous avions un vrai spécialiste qu'on appelait Tchéko. Il était tchécoslovaque, un grand gars assez beau. Il arrivait à obtenir tout un tas de choses des Allemands. Il s'entendait bien avec pas mal d'entre eux. Les Allemands acceptaient volontiers des cigarettes et ils lui donnaient en échange des petites choses qu'ils considéraient sans importance. Mais pour nous, une aiguille et du fil, c'était important. Moi, j'ai collaboré avec un Allemand qui était Fettwebel, et avec lui, j'ai eu des conversations. Comme je ne fumais pas, j'avais des paquets de cigarettes en quantité. Alors, je lui en offrais une. J'ai commencé par lui en offrir une. Et puis, je lui ai dit, tiens, si tu veux un paquet, tu pourras un jour m'apporter un poulet, discrètement. Le jour de Noël, je lui ai demandé une dinde. Il m'a apporté une dinde, contre 5 ou 6 paquets de cigarettes, qui revendaient 1 marque-pièce la cigarette. Un jour, je lui ai dit, il me faudrait par exemple une paire de pinces. Ah, je dis, ça c'est difficile. Ah, mais je lui disais, tu m'as déjà donné beaucoup de choses. Et si tes officiers savaient ce que tu m'as déjà donné, je ne sais pas s'ils te conserveraient ici ou s'ils ne t'enverraient pas sur un théâtre d'opération. Vous savez, je l'entraînais dans un rouage d'où il ne pouvait plus sortir. Le moyen le plus efficace dont dispose l'état-major du camp pour contrôler les prisonniers, c'est l'appel. Avec l'essor des tentatives d'évasion, la fréquence de ces contrôles augmentera jusqu'à atteindre 4 appels par jour. Lors de l'appel, tous les prisonniers doivent se présenter dans la cour et se mettre en rang par nationalité dans un ordre donné. Les prisonniers ne s'y plient qu'à contre-cœur et trouvent peu d'attrait à cette corvée. Un sous-officier allait dans un sens, un officier ou un gars de l'armée dans l'autre, et il comptait les rangs. Le sous-officier les comptait par rang de 5. Tant de rangs de 5 hommes, c'est bon. Mais l'appel laisse tout de même aux prisonniers une possibilité de cacher la fuite de l'un d'entre eux. Tant qu'il y a le compte de prisonniers, tout va bien. L'astuce est donc de se faire compter 2 fois. Les prisonniers hollandais vont même plus loin. Ils fabriquent un camarade en carton surnommé Moritz, qu'ils postent dans leur rang bien serré et que les Allemands comptent sans s'apercevoir de rien. 50, tout est en ordre. Quand on a 5 hommes en randonnion et qu'on les compte, on ne voit que 5 têtes, on ne va pas aller regarder derrière. C'est comme ça qu'ils arrivaient à dissimuler la fuite de l'un d'entre eux, parce que le compte était bon. Le plus grand tunnel d'évasion qui ait été creusé à Colditz est le tunnel français, également surnommé le métro. Sa conception géniale, son gigantisme et les trésors d'énergie déployés pour le creuser rendent ce tunnel proprement extraordinaire. La salle de garde se trouvant juste en dessous des quartiers français, on décide de creuser une galerie vers le dernier étage de la tour de l'horloge. À partir de là, les fugitifs peuvent descendre en rappel jusqu'en bas. Un puits de lumière permet ensuite d'accéder au cellier, d'où ils peuvent creuser en direction de la chapelle. Les Allemands entendent bien des bruits de coups, mais en dépit de recherches poussées, ils ne parviennent pas à trouver l'entrée du tunnel. Les Français se relayent pour creuser 24 heures sur 24, utilisant des outils rudimentaires. Sous la chapelle du château, ils découvrent des poutres de chêne de 30 cm de large. Ils entreprennent de les couper avec une scie improvisée à partir d'un couteau de cuisine. Une seule poutre leur demande 1 semaine d'effort. Un groupe de prière est formé pour monter la garde dans la chapelle. On prie, on chante des cantiques à gorge déployée pour couvrir le bruit des coups de marteau. Dans la sacristie, le circuit électrique est subrepticement détourné pour éclairer la galerie.
Un astucieux système de guet constitué d'hommes postés aux fenêtres et dans la cour de la prison permet d'avertir de l'arrivée des Allemands. Une coupure de lumière signifie cesser le travail, plus de bruit. L'évacuation des gravats reste le problème majeur. On finit par avoir l'idée de les amonceler dans des sacs. Ces sacs sont entassés dans des chariots qu'on traîne jusqu'à l'entrée de la galerie pour ensuite les hisser dans la tour de l'horloge et les cacher au grenier. Il ne faut pas avoir peur des souterrains. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans un tunnel. Moi, ça m'était parfaitement égal. J'étais parfois à 60 mètres de l'entrée. Dès qu'ils rentraient dans le souterrain, moi-même, on était attaché par un pied. Et si on tirait sur la ficelle, ça voulait dire qu'on était sous une masse de sable. Le sentiment de peur apparaît. Vous vous dites, ça y est, je suis enterré vivant. Il faut absolument que je m'en sorte. Là, il y a une certaine peur. Mais ce n'est pas encore assez fort pour que le lendemain, vous ne retourniez pas. Les prisonniers ne manquent pas de sang-froid. C'est presque ouvertement qu'ils creusent leur tunnel, ce qui finit par donner des sueurs froides au commandement du camp. On avait compris qu'il creusait un tunnel, on le savait bien. Mais où? Ça, impossible de le savoir. Alors on avait planté des détecteurs de mouvement dans la terre. On se disait que lorsqu'ils arriveraient près de ces détecteurs, on saurait dans quel secteur ils se trouvaient. Mais les détecteurs de mouvement restent muets. Le commandant, sérieusement inquiet, signale l'affaire aux instances supérieures de Berlin, c'est-à-dire au haut commandement de la Wehrmacht. Un groupe de spécialistes est dépêché pour fouiller le château de fond en comble. La perquisition la plus méticuleuse de toute l'histoire du camp permet de découvrir quelques outils, mais l'emplacement du tunnel, lui, demeure mystérieux. Le nœud se resserre pourtant autour des foreurs. Un gradé de l'armée nommé Eggers décide d'examiner encore une fois de près la tour de l'horloge, et il finit par trouver l'entrée secrète de la galerie. Après 9 mois de labeur, à moins de 3 semaines du coup de pioche final, le rêve de liberté des prisonniers s'envole. Et comme à chaque fois qu'ils se font prendre sur le fait, on les envoie passer 3 ou 4 semaines en isolement. C'était sombre, triste et très dur à supporter parce qu'on était très peu nourris. Et ça durait 15 jours, 3 semaines. Parmi les prisonniers se trouvent des hommes prêts à subir les pires épreuves. Dans le jargon du camp, on les appelle les fantômes. Jack Best est l'un de ces fantômes. Il disparaît un jour du camp et les Allemands ont conclu qu'il s'est échappé. En réalité, Best s'est caché afin de pouvoir creuser en paix. Il creusera 11 mois de suite, jusqu'à l'épuisement. Pendant cette période, lorsqu'un prisonnier parvient à s'échapper, Jack Best réapparaît à la lumière du jour au moment des appels. Et puisque le compte des présents est bon, la fuite reste insoupçonnée. Une fois qu'on a réussi à s'enfuir du château, la partie n'est pas gagnée pour autant. La plupart des évadés choisissent de rejoindre la Suisse, mais pour cela, il faut parcourir 600 km. Ceux qui parlent et comprennent bien l'allemand prennent le risque d'aller à la gare et de là, de gagner la liberté. Le danger d'être découvert et repris demeure omniprésent. En cas d'évasion, un ingénieux système d'alarme informe les instances officielles des environs. On envoie alors des patrouilles de recherche avec des chiens. Le plus souvent, les fugitifs se cachent le jour et se déplacent de nuit. Le froid, la faim et la soif sont aussi leurs ennemis. Finalement, sur 330 tentatives d'évasion, seules 30 réussiront. On était ravis quand l'un d'entre nous réussissait son évasion. Et quand ça tournait mal, quand ils revenaient, ce qui était le plus souvent le cas à Colditz, on les admirait. Ils étaient mis à l'écart et étaient interrogés pour savoir comment ils avaient fait. Ouais, c'était normal. On ne se disait pas « Oh non, il va aller 10 jours en isolement ». C'était une peine justifiée. Notre boulot, c'était de nous évader, et le leur, c'était de nous en empêcher. C'était un peu comme le jeu du chat et de la souris.
Ils étaient les souris qui voulaient passer par le trou du mur, et nous étions les chats qui devions faire en sorte de les attraper. Mais s'évader de Colditz n'est ni un jeu, ni un sport. La plupart des tentatives d'évasion exigent énormément de courage et d'habileté, comme la fuite de ces deux officiers polonais qui tentent de s'échapper de leur cellule d'isolement. Ils fabriquent une corde en nouant des draps et descendent en rappel sur 30 mètres jusqu'au sol où des soldats les attendent. C'est le frottement des chaussures contre la paroi qui les a alertés. Les évasions ratées font partie du quotidien de Colditz. Et à chaque nouvelle tentative, le photographe du camp prend ses absurdes photographies. Tel prisonnier a tenté de fuir dans un sac de jute, tel autre essaye de sortir du château dans une caisse de la Croix-Rouge. Avec ses innombrables pièces, ce château labyrinthique offre toujours de nouvelles opportunités d'évasion. C'est un véritable gruyère, percé de part en part, et le renoncement n'est pas de mise. La force était ce désir profond que nous avions de partir. Tout devoir d'un prisonnier, c'est de s'évader. C'est incontestable. Il fallait toujours tenter quelque chose. Ne pas rester les bras croisés. Je me souviens de 2 ou 3 gars qui avaient décidé de ne rien faire et d'attendre que ça se passe. Ça leur a été fatal. J'en ai vu devenir fous à force de rester passifs. Et ils avaient inventé une sorte de jeu. Ils appelaient ça la balle au tabouret. On plaçait le tabouret contre le mur de la chapelle. Ils plaçaient un tabouret ici et un autre là. Il y avait 2 équipes et un ballon. Ils avaient un ballon ovale. Il fallait le faire passer entre les pieds du tabouret pour marquer un point. Et les 2 équipes se disputaient la balle. Tous les coups étaient permis pour que le ballon touche le tabouret. C'était parfois sacrément violent, surtout quand il tombait sur le pavé. On pouvait foncer dans l'adversaire, lui faire un croche-pied, l'assommer, lui arracher la balle. Il n'y avait pas de règle. Douglas Bader gardait les buts avec sa jambe de bois. Douglas Bader est un pilote d'élite de la Royal Air Force respecté de tous. Son handicap l'empêche désormais de voler, mais pas de prendre part au jeu. Göring était très proche de Bader parce qu'il considérait que c'était un véritable héros. Il avait été Wing Commander, il commandait un groupe de chasse, il avait été descendu et récupéré par les Allemands. Quand son attelle était endommagé, on l'emmenait en ville chez le forgeron, pour qu'il puisse se déplacer à nouveau sans trop de gêne. Et bien sûr, chez le forgeron, il y avait pas mal d'outils très tentants. Avec de l'acier, on pouvait fabriquer une lime, un crochet, que sais-je encore. Les prisonniers vivent coupés du monde et sont naturellement avides de connaître les dernières nouvelles de la guerre. Les Français disposent de 2 récepteurs de radio de contrebande. L'un des 2 est rapidement découvert et confisqué, l'autre se trouve au grenier, dans une cachette parfaite. L'homme qui en a la charge se nomme Scarface. Il fallait passer d'un toit sur l'autre, c'était assez dangereux, il fallait s'enfiler dans un véritable petit coin imprévisible, et toute l'installation était là. Et alors là, lui, il écoutait carrément, à certaines heures, les nouvelles de Londres, les nouvelles de Suisse, des différents pays. Il notait tout, il faisait un compte-rendu, et tout le monde était prévenu. Le meilleur moment de la journée, c'était quand on écoutait les nouvelles. Dans la cour du château, c'est un tout autre son de cloche. Les Allemands y diffusent tous les jours par haut-parleur les dernières nouvelles, ou du moins leur version des derniers événements. On marche sur l'Angleterre. Et alors, on entendait les nouvelles, mais nous, on n'était pas émus parce qu'on les connaissait depuis la veille. Mais c'était tout à fait opposé. Par exemple, sur Stalingrad... Ils savaient déjà qu'on avait reculé à Stalingrad. La réalité, on l'avait par Londres, et ce que nous racontaient les Allemands était tout à fait différent.
Il sautait de joie et il criait « Tous à Stalingrad !» On ne voulait plus y aller. C'était fini. Une autre fois, ça a été la visite des Italiens. Elle était prévue quelques jours avant. Il devait venir un général, quelques officiers. Et le groupe français qui était juste à l'angle, au-dessus de la poterne, avait imaginé de rassembler les eaux sales, tout ce qui était dégoûtant dans des cuvettes, dans des pots, etc. Et quand ils ont pénétré, on leur a balancé ça sur le dos. Ça a été quelque chose d'épouvantable. On était toujours à la merci d'une catastrophe. Et notre doyen avait quand même une autorité extraordinaire. On arrivait à la limite extrême. Et là, il nous demandait de faire silence, sinon ça allait tourner au carnage. Ce qui est incroyable, c'était le nombre de plaisanteries qu'on faisait aux Allemands. C'était vraiment des farces de potache. Ça aurait été impossible dans tout autre camp. Les prisonniers sont certains de leur bon droit et du sens du devoir de leurs gardiens. Les plaintes sont fréquentes et toujours reçues. Et les détenus de haut rang, qui jouissent de toutes sortes de privilèges, sont particulièrement tatillons. Une sentinelle patrouille toutes les nuits devant la cellule de l'un d'eux, le neveu de Churchill. Nous autres, les soldats allemands, on portait des bottes ferrées. Et à cet endroit, le sol était en béton. Ça faisait un peu de bruit quand la sentinelle faisait des allées et venues. Il s'est plaint de ne pas pouvoir dormir. Et la Croix-Rouge est venue de Genève pour voir ça. On avait déroulé le tapis rouge ce jour-là. Les prisonniers sont pour la plupart des jeunes gens intelligents et d'excellente éducation. Ils cherchent à occuper leurs loisirs de façon utile. On était groupés autour d'un professeur qui nous... C'était souvent des professeurs de philosophie, de sciences, de mathématiques, d'histoire, de géographie. Il y avait tout. J'ai donné des conférences sur le marxisme. La plupart des prisonniers étaient des héros du camp conservateur. Parmi les soldats avec qui je discutais aux messes, il y avait des parents du roi et de la reine, des gens célèbres et très conservateurs. Mais ils m'écoutaient. Un de mes camarades avait fait une autre conférence sur la laine, où il avait englobé l'Australie, etc. Tous les pays qui étaient, justement, qui développaient le coton. Et c'était extrêmement intéressant parce que ça meublait une partie de la journée. J'avais été admis à Oxford, mais je n'y étais resté qu'1 an au lieu de 3. Alors j'ai passé ma licence à Colditz. J'ai eu un beau diplôme qui certifie que j'ai étudié à Oxford. Il se passe parfois des choses tout simplement absurdes à Colditz. Le château possède une salle de théâtre où les prisonniers montent des pièces dans le plus grand sérieux. Ils organisent des soirées de toutes sortes, du music-hall au concert classique. Au théâtre, comme dans leur tentative d'évasion, ils font la preuve de leur talent varié et de leur incroyable sens de l'improvisation. Les costumes sont en papier et les décors en bout de bois ou en carton. Tous les officiers de la garde et de l'état-major étaient invités. Ils s'asseyaient au premier rang, aux places d'honneur. Oui, oui, ils regardaient le théâtre, ils applaudissaient. Il y avait une bonne ambiance ces jours-là. On allait au théâtre. There's nothing the matter with Colditz if someone's discovered lost. It's only a dirty old prison camp, as the commandant knows quite well. If I get to the coast, I will post you a letter, and Colditz can go to hell. Mais ces divertissements bon enfant ne sont pas aussi innocents que le commandement du camp veut bien le croire. Pat Reed, toujours à la recherche d'un moyen de regagner sa liberté, découvre qu'il y a un étage vide et condamné sous la salle de théâtre. Avec quelques complices, il creuse un trou dans le plancher, juste en dessous de l'estrade. Il se glisse dedans pour reconnaître le terrain. À l'aide d'un passe, il ouvre un passage vers le bâtiment latéral qui surplombe la porte du château.
Il parvient enfin à un escalier qui conduit à la salle de garde, laquelle donne sur la porte du château. Reed comprend tout de suite que cet accès pourra être utilisé plusieurs fois. Si les prisonniers réussissent à fabriquer des uniformes allemands ressemblants et à passer le corps de garde, ils se retrouveront dehors en quelques minutes. Il ne reste plus qu'à dissimuler le passage secret. Si le film de cinéma montre 4 fugitifs, ils ne sont en réalité que 2 à tenter le coup les premiers. Ce sont des musiciens de l'orchestre du théâtre, le bassiste hollandais Tony Lutijn et l'anglais Harry Neve. Après plusieurs mois de préparatifs, il est enfin temps de risquer une première tentative. Ce soir-là, les fugitifs portent 3 couches de vêtements superposés, leur défroque habituel, l'uniforme allemand et des vêtements pour la fuite. Ils emportent de l'argent, des faux papiers, une boussole et un ticket de rationnement, le tout bien serré dans leur poche. À mi-chemin, ils se mettent en uniforme allemand. Comme prévu, ils passent inaperçus. Nul ne leur prête attention lorsqu'ils passent devant le poste de garde. Mais en arrivant devant la porte, le Hollandais est si euphorique qu'il attire l'attention d'un garde par son salut peu conventionnel. Malgré cela, les 2 hommes gagnent la liberté sous les yeux de leur gardien. Reed pense alors pouvoir répéter l'exploit dès le lendemain, mais la fuite et le passage ont été découverts. Il y avait un petit groupe d'hommes, très organisés, qui surveillaient les sentinelles et notaient l'intervalle entre 2 rondes. Ils nous surveillaient constamment. Ils savaient exactement qui était entré ou sorti. Tiens, un soldat allemand vient d'entrer, il va par là. L'un de nos camarades était un véritable fanatique. Il est devenu très célèbre. Les Allemands le surnommaient le renard rouge. Il s'appelait Mike Sinclair. La guerre était une affaire personnelle entre lui et l'ensemble du Reich allemand. Mike Sinclair s'est déguisé un jour en sergent allemand. Il avait une superbe moustache. On le surnommait Franz Josef. Le plan de Sinclair, c'est de se déguiser en Franz Josef, puis, accompagné de 2 camarades, de prendre la relève de la garde à la porte du château. Un plan d'autant plus audacieux que le véritable Franz Josef, un sergent du nom de Gustav Rothenberger, est un personnage qui ne passe pas inaperçu. Après avoir relevé la garde, Sinclair, alias Franz Josef, compte tout simplement ouvrir la porte à tout un groupe de prisonniers. Tout devait être parfaitement chronométré. Il fallait connaître avec précision tous les mouvements de la garde. Il nous a fallu 3 ou 4 mois pour obtenir des données complètement fiables. Il avait l'uniforme complet. La casquette, la croix de guerre, tout était rigoureusement parfait. On était tous dans le coup. On voulait sortir. Il y avait 100 gars prêts à partir. Moi, je devais rester sur place avec une vingtaine d'autres. J'étais responsable des cordes. Je les fabriquais à partir de têtes d'oreiller. Le plan, non dénué d'humour, semble tout d'abord fonctionner. Sinclair s'adresse au premier garde dans un allemand parfait, et celui-ci se laisse relever sans rien soupçonner. Le vrai sergent Franz Josef, quand il faisait la relève de la garde, avait une façon bien à lui de franchir le pont qui menait à la porte. Il s'arrêtait au milieu, regardait par-dessus la balustrade et se remettait en route. Le garde connaissait son manège et il a remarqué que cet homme, le sosie de Franz Josef, ne le faisait pas. Le dernier garde était originaire de la même région que le sergent Franz Josef. Il le connaissait bien. Et là, il fallait montrer son laissez-passer. Le sergent se prénommait en fait Gustav, mais Sinclair avait écrit Fritz. Les Anglais appelaient tous les Allemands Fritz. Ils ont commencé à se disputer, à crier. Ils se criaient dessus. Il ne restait plus qu'un garde et Sinclair pourrait ouvrir la porte.
Il avait sur lui un faux pistolet. C'était un pistolet en bois, mais très bien imité. On aurait dit un vrai. Il a dû faire mine de porter la main au côté et le garde lui a tiré dessus. Mike Sinclair s'effondre, touché par une balle en pleine poitrine. L'évasion de Mass échoue. Mais le roi de l'évasion de Colditz ne renonce pas pour autant. Lors d'une sortie dans le parc, il franchit la clôture sans se soucier du danger et se met à courir. Une balle ricoche sur son coude et l'atteint en plein cœur. Sa 9e et dernière tentative, vraisemblablement désespérée, sinon suicidaire, lui coûtera la vie. Quand on est prisonnier de guerre, mieux vaut ne pas trop penser au pays. Sinon, on commence à aller mal, à déprimer sérieusement. C'est arrivé à Colditz, bien sûr. Il y avait pas mal de gars assez instables. On savait qu'ils devenaient fous. Le colonel avait d'ailleurs été clair. Surtout, n'essayez pas de feindre la folie pour sortir du camp. Mais prenez Errol Flynn. Il a fait semblant d'être cinglé. Il a joué à ce petit jeu pendant 1 an. Il ne mangeait plus. Il ne parlait à personne. Il passait ses journées assis. Il a réussi à persuader tout le monde qu'il était fou parce que c'était un moyen de se faire rapatrier. Et d'ailleurs, il a fini par se faire rapatrier pour cause de folie. Michael Byrne a renoncé à toute tentative d'évasion, du moins à toutes celles qui impliquent de passer par un tunnel ou par les toits. Mais il s'évade en pensée, note ses rêves et écrit des poèmes comme l'histoire du château volant. J'ai fait un rêve, je devrais plutôt dire un cauchemar, une sorte de songe éveillé. Dans mon rêve, le vent se glissait sous les racines du château et le soulevait dans les airs. Et le château volait avec tous ses prisonniers dedans. Pour finir, il a coulé au large des côtes et ils se sont tous noyés. Moi, je suis sorti et j'ai volé jusqu'à la côte. Les 4 derniers vers de mon poème disaient « J'ai vu une trace de pas sur la plage que nul n'a jamais foulée. Pour moi, c'était les traces d'un homme, mais peut-être était-ce celle de Dieu. » Un autre groupe de prisonniers rêve de voler dans les airs, mais ils comptent bien réaliser leurs rêves. Bill Goldsmith, un membre de Best, et 3 autres Anglais décident de s'enfuir du château au moyen d'un planeur. Ils dessinent un premier plan de l'avion. Pour les matériaux, il faut comme d'habitude improviser. La garniture des matelas sert à fabriquer le coffrage, le bois du plancher de la salle de théâtre est utilisé pour construire la structure, et des cadres de lit servent à fabriquer les outils nécessaires à l'assemblage de l'avion, comme une scie ou un rabot. Par ailleurs, ils découvrent l'accès au comble de la chapelle et y installent leur atelier. C'est là qu'ils fabriquent les pièces détachées qui seront ensuite assemblées dans leur chambre. Pour ce faire, les Anglais montent un mur au fond de celle-ci, et c'est à l'intérieur de ce réduit qu'ils construisent leur avion. Personne ne remarque que la pièce a rétréci. Au départ, ça devait être un biplace. C'était plus facile pour fixer le centre de gravité. Les planeurs sont généralement monoplace avec le pilote très à l'avant. Mais il était possible de placer une seconde personne dos à dos avec le pilote. De cette façon, le centre de gravité restait au même endroit. À Londres, dans la section du musée impérial de la guerre consacrée à Colditz, on trouve une copie fidèle du planeur en modèle réduit. Son assemblage va durer 9 mois. Le plan de ses constructeurs semble fou. Une fois l'avion terminé, ils comptent abattre le toit du château, installer une rampe de décollage faite de tables et donner de la vitesse au planeur via un système de poulies et de contrepoids. Je crois que le toit faisait environ 20 mètres de longueur. Le planeur en occupait à peu près 6. On disposait donc de 14 mètres pour notre accélération. On a fait nos calculs en fonction de la gravité. Il fallait un contrepoids de 800 kg pour un poids total de 220 kg à peu près de l'autre côté. On était plutôt maigre et le planeur pesait environ 100 kg.
On avait calculé qu'on atteindrait les 40 km/h. Il y avait une rivière en contrebas. L'idée était de virer à droite pour atterrir soit dans la rivière, soit juste à côté, dans un champ assez dégagé, avec peu d'arbres. Lorsque les Américains franchissent la Mulde le 15 avril 1945 et libèrent les prisonniers de Colditz, ils découvrent un planeur prêt à décoller dans le grenier du château. La défaite des Allemands étant toute proche, le responsable anglais des évasions en avait interdit le décollage, ne voulant pas prendre le risque inutile de perdre des hommes. Le grand final, le couronnement de la plus grande des tentatives d'évasion, n'aura donc pas eu lieu. Je rêve encore de m'évader de quelque part en avion. Quand on a été prisonnier de guerre et qu'on est libéré, le plus difficile, c'est de parler aux femmes. Elles parlent si doucement.